Mouffe, qui est une philosophe politique qui enseigne actuellement à Westminster, après l'avoir fait à Harvard, Princeton ou Cornell, et qui passe pour être l'une des inspiratrices principales de mouvements comme celui de la France insoumise en France ou de Podemos en Espagne. Elle a déjà fait paraître plusieurs titres en français. Le dernier qui sort ces jours-ci s'appelle « Pour un populisme de gauche », dans lequel elle reprend un certain nombre de thèmes qu'elle a déjà traités auparavant, mais en les mettant dans un contexte qui est celui de la situation politique actuelle. Si vous ne connaissez pas son œuvre, je vous invite à la lire. Et puis, vous verrez qu'elle revient sur certaines influences qui ont nourri son travail, en particulier Gramsci, Antonio Gramsci, avec son concept d'hégémonie, donc hégémonie politique, mais aussi intellectuelle et culturelle. Donc elle sera amenée à développer l'usage qu'elle en fait. Et puis aussi la pensée de Carl Schmitt, qui lui définit la politique comme le choix entre un ami et un ennemi, dans un contexte qui, lui, n'est pas forcément celui de démocratie contemporaine, mais elle utilise cette distinction au sein de nos démocraties actuelles pour montrer que la politique, contrairement à une idée assez répandue, n'est pas par essence une recherche de consensus, un apaisement, une espèce de dépassion du jeu politique, mais au contraire le lieu d'un affrontement. C'est donc une pensée agonistique. Étymologiquement, agone, c'est la lutte, c'est la compétition. Et donc cette lutte consiste à définir des frontières au sein des idées politiques entre un nous et un eux, qu'il s'agit effectivement de combattre, mais non pas combattre comme ennemi, mais d'affronter comme adversaire, puisque ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années en France, mais pas seulement, c'est une espèce de lissage des idées et une conversion des partis dits de gauche, et en France notamment du Parti socialiste, à l'idéologie néolibérale, qui fait qu'on entend maintenant assez couramment que, en définitive, la droite et la gauche c'est pareil, et que c'est blanc bonnet, bonnet blanc, et que finalement tout ça débouche sur la recherche d'une alternative politique, mais malheureusement, cette alternative se tourne notamment vers les extrêmes. Alors, on n'entrera pas ici dans un débat universitaire sur la définition du populisme. C'est pas l'enjeu du livre, qui est un livre d'intervention, qui est un livre partisan, qui s'assume comme tel. Simplement, juste pour lancer le débat et pour préciser, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez mal comprises sur le sujet, quand vous parlez d'un populisme de gauche, Chantal Mouffe, on ne parle pas, en l'occurrence, d'une extrême gauche, s'il s'agit d'autre chose. Oui, alors... Comme ça va? Oui, oui, bon. Mais, si vous me permettez, je voudrais d'abord un peu commencer par... spécifier ce que j'entends, parce que sur le moment populiste, je veux dire, ma réflexion sur le populisme de gauche s'inscrit dans une conjoncture particulière. Alors je voudrais essayer d'insister sur quelque chose qui pour moi est important, c'est un peu le genre de réflexion. Je fais donc de la théorie politique, c'est mon activité principale, mais je ne suis pas d'accord avec toute une tendance en théorie politique à faire une théorie normative, c'est-à-dire à dire, voilà, le monde devrait être comme ça. Bon, il y a pas mal de gens en théorie politique qui font ça. Alors après, on leur demande, oui, c'est très bien, mais comment allons-nous y arriver? On dit, ça, c'est pas mon problème. Moi, je fais de la théorie politique. Le problème de comment y arriver, c'est le problème des politiciens. Bon, honnêtement, je ne trouve pas ça très pratique, parce que je trouve qu'un théoricien politique doit quand même s'intéresser plutôt à comment les choses sont aussi, plutôt que et comment elles pourraient devenir. Mais on ne peut pas faire des théories justement sur comment les choses devraient être sans partir de la réflexion sur comment les choses font, afin bien entendu de pouvoir voir comment les transformer. Et ma réflexion s'inscrit toujours aussi dans le cadre donc d'une conjoncture particulière.
Et là, j'aime assez faire référence à une distinction que faisait Louis Althusser, se référant à Machiavel. Il disait Machiavel, c'est un penseur qui s'inscrit dans la conjoncture et qui ne c'est pas un penseur sur la conjoncture. Moi, je m'identifie très fort à cette démarche parce que je m'inscris toujours dans une conjoncture particulière, donc essayer de voir comment les choses sont, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir donc les transformer, comme je le disais auparavant. Et je pars donc pour cette réflexion, pour ce livre, pour un populisme de gauche, dans la conjoncture qui est celle que nous vivons aujourd'hui, que j'appelle le moment populiste. Alors, ce moment populiste, je définirais comme la situation, c'est quelque chose où on peut plus ou moins voir la date à laquelle on peut commencer ce moment populiste. Je dirais c'est la crise de 2008. C'est le moment où on a commencé à voir des résistances multiples à l'hégémonie néolibérale. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où on peut parler de crise de l'hégémonie néolibérale. J'insiste sur le terme hégémonie parce que ça ne veut pas dire que les politiques néolibérales soient vraiment en crise nécessairement. Elles sont encore bien en place. Ce qui est en crise, c'est l'hégémonie, dans la mesure où, jusqu'en 2008, justement, on a, rappelez-vous, Fukuyama, à la fin de l'histoire, on avait un peu l'idée partout en Europe occidentale, parce que là c'est l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est une réflexion sur la situation actuelle en Europe occidentale. On avait un peu l'idée que, bon, il n'y avait pas, si vous voulez, d'alternative à l'hégémonie néolibérale, que la globalisation néolibérale était notre destin. Rappelez-vous le fameux TINA de Margaret Thatcher, there is no alternative. Bon, ça s'était un peu accepté. C'est le moment où justement les partis sociodémocrates se sont convertis au social-libéralisme et qu'ils ont accepté justement l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à l'hégémonie néolibérale. Et en fait, jusque justement, je dirais en 2008, le modèle anglo-saxon de capitalisme s'était répandu, avait été accepté. Mais à partir de 2008, nous avons commencé à voir toute une série de résistances, par exemple, rappelez-vous, en 2011, le fameux mouvement des places, les Indignados en Espagne, le fameux Occupy Wall Street, mais aussi, par exemple, en Grande-Bretagne, Occupy London Stock Exchange. Donc, il y a eu toute une série de mouvements de résistance qui disaient non. Un autre monde est possible, c'était déjà d'ailleurs un des slogans du mouvement de alter-mondialisation. Et là, je trouve que c'est assez important parce que c'est la première fois où on voit du côté progressiste de gauche des mises en question de cet ordre néolibéral. Parce qu'en fait, depuis déjà le début des années 2000, on avait vu des mouvements de résistance, mais qui venaient plutôt de la droite. Donc en fait, on a vu d'abord des mouvements de populistes de droite. Par exemple, moi, dans plusieurs de mes travaux antérieurs, j'avais étudié de près le développement en Autriche du mouvement de Gork Haider, le Parti de la Liberté de FPE. Et dans un livre qui a été publié en français, enfin traduit en français, parce que c'est un livre qui date de 2005, qui s'appelait L'illusion du consensus. C'était déjà un livre où, en fait, je critiquais ce modèle de consensus au centre qui avait été mis en place par Tony Blair et le Nouveau Labour en Grande-Bretagne, et qui est justement ce modèle qui, par la suite, a été accepté partout en disant, contrairement à ce qu'on nous prétend, ce n'est pas du tout un progrès pour la démocratie, le fait que les partis de gauche acceptent qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on a finalement un destin néolibéral, c'est quelque chose qui est dangereux parce que ça crée le terrain pour le développement du populisme de droite. J'écrivais ça en 2005. À ce moment-là, en fait, il n'y avait pas encore tellement de partis populistes de droite importants. Il y avait le FPE, il y avait aussi le Front National en France, c'était le PER à ce moment-là. C'était les deux grands partis, si vous voulez, qui représentaient une mise en question, un parti anti-système, hein, parce que, bon,
Aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de moment populiste, nous avons une multiplication de résistance contre cet ordre néolibéral. C'est pourquoi je parle d'une crise de l'hégémonie néolibérale qui est maintenant mise en question non seulement par les mouvements populistes de droite, mais aussi par des mouvements que j'appelle des mouvements populistes de gauche. Donc, par exemple, en Espagne, le mouvement Podemos, qui est le mouvement qui a été... C'est pas le mouvement, comme parfois c'est présenté, qui est le mouvement des indignados, mais c'est un mouvement qui s'est développé justement dans la mesure où ils se sont rendus compte que il y avait un problème avec le mouvement des indignados qui était qu'ils ne voulaient pas s'articuler avec des partis, ils ne voulaient pas avoir des rapports avec aucune des institutions traditionnelles. Et en fait, ce qui s'est passé avec les indignados, c'est qu'après avoir eu donc en 2011 un moment d'effervescence très important, ça a commencé un peu à perdre de l'influence. Puis il y a eu en Espagne des élections nationales et c'est le Parti populaire qui est arrivé en tête, et non seulement en tête, mais il a eu avec une majorité absolue. Donc à ce moment-là, les gens de Podemos, enfin, ils n'étaient pas encore Podemos, un groupe d'intellectuels à l'université Complutense se sont dit non, mais il faut vraiment, on ne peut pas laisser ça disparaître, il faut qu'on parvienne à canaliser ça à travers les institutions, et c'est le moment où ils ont créé Podemos. Donc c'est à ce moment-là où on a vraiment le développement de ce que j'appelle un populisme de gauche, c'est-à-dire une mise en question de l'ordre néolibéral qui se fait à la fois du côté de la droite et du côté de la gauche. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans un moment que j'appelle le moment populiste. Donc il y a toute une série de partis anti-système qui mettent en question l'ordre établi. Alors ici, je voudrais dire tout de même quelque chose pour expliciter un peu qu'est-ce qui est en jeu fondamentalement dans ce mouvement populiste. En fait, ce qu'ils mettent en question, de manière bien entendu différente, selon qu'on le fait à partir de la droite ou de la gauche, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, que j'appelle une situation post-démocratique. Je parle de post-démocratie parce qu'en fait, ici je dois vous dire, je ne suis pas la première à utiliser ce terme. En France, par exemple, Jacques Rancière parle de post-démocratie, mais le terme a surtout été développé en Grande-Bretagne par un sociologue, Colin Crouch. Et en fait, ce qu'ils disent tous d'une certaine façon, c'est qu'aujourd'hui, nos sociétés se présentent encore comme des sociétés démocratiques, mais en fait, dans la mesure où il n'y a pas vraiment la possibilité, lorsque les citoyens vont voter, d'avoir un véritable choix, où est la démocratie, où est la souveraineté populaire, qui est tout de même un des éléments centraux de la démocratie, si on n'a pas la possibilité de choix. Donc c'est ce que, dans l'illusion du consensus, je critique déjà comme une situation que j'appelle post-politique. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative qui soit acceptable. Il n'y a plus ce que j'appelle un débat agonistique. Un débat agonistique, et pour moi, le débat agonistique, c'est central à la démocratie. C'est un débat qui permet justement d'avoir des alternatives, de choisir entre des projets. Alors ça, c'est quelque chose qui déjà, si vous voulez, a commencé à partir des années 2000, qui évidemment est devenu de plus en plus fort dans la mesure où, partant de Grande-Bretagne, ça s'est étendu d'abord en Allemagne avec Schröder et la Neue Mitte. Et donc c'est arrivé aussi en France, et donc cette situation post-démocratique, du point de vue de la post-politique, est tout de même une situation qui est générale en Europe occidentale. Mais dernièrement, après la crise de 2008, c'est pourquoi je crois que ce moment est important, il y a eu un autre phénomène qui s'est manifesté, c'est ce que j'appelle un procès d'oligarchisation de nos sociétés. Parce qu'en fait, toutes ces politiques d'austérité qui ont été la réponse à la crise de 2008 ont eu des conséquences dévastatrices en ce qui concerne